Eric, Nadji, la question que bon nombre de Camerounais se posent aujourd'hui, c'est de savoir quelle est la stratégie que le chef de l'État mettra en place pour nommer les 30 autres sénateurs restants pour faire un total de 100, puisqu'il est un secret de Polichinelle que c'est le RDPC qui a remporté les 70 sénateurs. On parle d'un 100% de ce parti. Alors aujourd'hui, on voudrait bien savoir... Le chef de l'État, Paul Biya, est-il d'après vous dans un chassé-croisé entre la majorité absolue du RDPC et l'équilibre escompté? Ce qui s'est passé le 12 oblige le président de la République cette fois-ci à nommer dans l'opposition aussi, puisque la loi lui confère 30 sénateurs qui devraient nommer. Donc nous allons nous retrouver avec des sénateurs de l'opposition qui seront nommés par le président de la République. Il serait important pour le président de nommer dans l'opposition parce qu'on se verra avec ou alors un Sénat 100% comme Madame Simo venait tout juste de se gargariser du fait que le RDPC a fait du 100%. Donc nous pensons que ce qui s'est passé le 12 n'était pas une élection. D'ailleurs, vous savez, le PCRN qui s'est présenté dans le littoral avait tous les moyens de sa politique pour ne serait-ce qu'avoir des sénateurs dans le littoral. Et lorsque vous revenez dans ma région d'origine, la Damawa, dont je faisais allusion tantôt, vous conviendrez avec moi que sur 5 départements, le RDPC a perdu dans 3. Donc, vous comprenez donc que quelque part, on peut parler d'une victoire volée dans la région de la Damawa. Je ne vous apprends rien, vous savez que le conseil régional pour la Damawa est chapeauté par l'UNDP de ce côté-là. Donc, nous verrons tout à l'heure le président qui est contraint à venir à nommer dans l'opposition camerounaise. Donc, pour qu'on ne se retrouve pas, comme vous avez parlé, d'un Sénat avec une majorité obèse. Non, absolument. Très obèse. Très obèse. Très obèse. Alors, docteur, vous êtes d'avis avec Eric qui pense que le chef de l'État est contraint de nommer, ou alors, oui, de puiser au sein de l'opposition? Vous conviendrez avec moi, Narcisse, je ne peux point être d'accord. Mais je vais commencer par dire quelque chose lorsqu'il parlait de galgariser. Ben oui, c'est une victoire écrasante. Et je crois que tout parti politique a des objectifs et des fonctions. Sauf que certaines personnes estiment que ce sont des élections volées. Non, malheureusement, j'y arrive. Des victoires volées. J'y arrive. Donc lorsqu'on parle de galgariser, je dis, mais d'accord, c'est un travail de longue haleine. J'ai pas envie de rappeler que moi, j'étais chargée de mission pour le compte de cette campagne, de ces élections 2023. Donc, un travail de fond a été fait. Je ne voudrais pas qu'à chaque fois, les partis politiques, n'est-ce pas, refusent de mettre sur la lumière leur incapacité à pouvoir produire un résultat excellent et se fondre dans le vol ou quoi que ce soit. Il fait allusion, il vous dit, en plus, il vous dit, l'élection, c'était pas une élection. Non, j'ai pas envie de dire, ben attention, si vous dites c'était pas une élection, j'ai envie de demander qu'est-ce que vous êtes venu faire quand vous savez que c'est pas une élection. Tout le monde sait que pour un parti sérieux, si quelque chose n'a pas de l'intérêt, n'a pas de l'importance, il ne s'y met pas. Il va vous dire, il y a des partis politiques, nous sommes d'accord sur ce plateau, qui ont ouvertement dit que ça n'avait pas d'intérêt, ça n'avait pas d'enjeu et ne se sont pas précipités à entrer dans la danse. Une fois que quelqu'un décide d'entrer dans la danse, c'est parce qu'il respecte déjà les institutions, il sait la valeur que
que possède cette haute chambre de notre institution, et il sait également les moyens qu'il utilisera pour pouvoir, n'est-ce pas, accéder à cette chambre-là, pour faire partie davantage de ceux qui vont décider pour l'évolution de notre pays. Donc, et d'ailleurs, je l'ai dit sur un autre plateau, j'ai déjà félicité les 12 autres partis politiques qui ont, parce qu'il y avait 13 partis politiques en liste, y compris le RDPC, donc déjà j'ai félicité les 12 autres partis politiques qui se sont prêtés à ce jeu, parce que c'est un jeu politique et c'est l'une des fonctions premières de tout parti politique, conquérir le pouvoir et pouvoir se hisser à des positions leur permettant, n'est-ce pas, de donner leur point de vue dans la décision ou l'évolution du pays. Maintenant, on dit que le chef de l'État est contraint. Je dis non, il faudrait qu'on s'arrête un instant et qu'on se rappelle, qu'on se souvienne que nous sommes à la 3e cuvée des sénateurs, parce qu'il y en a eu 2 autres. Hier, c'est pas aujourd'hui que le Sénat se lève. Et vous conviendrez avec moi que le Sénat a été toujours colorié des partis... des autres partis politiques. Donc ce n'est pas une obligation première pour le chef de l'État, non. Simplement, ce que je vais relever ici, c'est que le fait que le RDPC ait gagné les 70 sièges lors des élections va contraindre, là je veux déterminer ma notion de contrainte ici, le chef de l'État à ne plus, peut-être, parce que là maintenant on parle de nomination, ce qui est discrétionnaire, tout le monde le sait, va maintenant amener, voilà, je préfère ce mot-là, le chef de l'État. Oui, je préfère le mot amener, pour que les auditeurs comprennent. C'est une question de sémantique, donc vous comprenez. Non, il n'y a pas de contrainte. Mais puisque vous aviez contesté tout à l'heure. Oui, j'ai contesté parce que nous sommes à la 3e. Non. Mais vous êtes en train de revenir. Bon, vous pouvez chuter, non, madame. Je veux bien que les auditeurs nous écoutent. Allez-y, nous sommes à la 3e cuvée des sénateurs. Ça veut dire que laissons cette cuvée qui s'est passée le 12 mars et prenons les 2 autres cuvées. On se rendra bien compte qu'il y avait des sénateurs du RDPC, en fait, de plusieurs partis politiques. Donc ce n'est pas une première pour le chef de l'État de nommer encore d'autres, et j'allais dire, des partis de politique d'opposition nommés par le chef de l'État. Alors, selon vous, donc ce n'est pas une première. Je vous relance. Alors selon vous, comment cette nomination va se faire, puisqu'on 30 sénateurs qu'il doit nommer. Oui. Alors, s'il fallait faire un peu du voodoo ce matin, oui, vraiment, heureusement que c'est du voodoo un exercice de voodoo que nous avons fait. On essaie juste d'entrer dans la tête du chef de l'État. Mais ce qu'il faut déjà retenir, c'est qu'on parle de nomination qui est discrétionnaire, tout le monde l'a dit. Et là, maintenant, c'est des vœux que nous émettons. C'est pourquoi je dis, le fait que le RDPC ait pris 70 sièges amènera forcément le chef de l'État, parce qu'il est soucieux de la notion d'équilibre géographique. Là, c'est un élément qu'il a toujours, parce qu'il pouvait dire les 100 sièges se passent sous forme sur élection, comme on le fait avec les 180 députés de la Chambre basse. On pouvait bien, dans la Constitution, émettre ce point de vue-là. Et vous conviendrez avec moi que si on avait dit les 100 sénateurs de manière élective, le RDPC aura 100%. Donc très sagement, comme il a toujours fait, le chef d'État a dit non, 30 pour réguler, parce qu'en principe, il faut expliquer la notion des 30 nommés par le chef de l'État. C'est simplement pour réguler les imperfections qui peuvent se pointer à l'horizon lors de l'élection. Et voilà que, heureusement, le RDPC a pris les 70 sièges, ce qui va amener le chef de l'État obligatoirement à se pencher sur la société civile, parce que ce n'est pas seulement les partis d'opposition. Il faut bien qu'on le leur dise, que ce n'est pas seulement les partis d'opposition. Il peut décider de dire, je donne ces 30 sièges à la société civile pour multiplier, pour colorier davantage la chambre haute du Cameroun, par exemple. Donc les partis d'opposition ne pensent pas que c'est seuls eux qui sont sur le viseur du chef de l'État. Il y a également les hommes de la société civile qui attendent, qui espèrent, qui croisent les doigts et pensent être portés à la chambre haute du Sénat. Donc il est important quand même que cette coloration soit faite avec ces 30 nommés pour qu'on ait une chambre pas monocolore, comme d'aucuns le disent, mais avec des idées, des perceptions différentes. Et qui ne va pas, n'est-ce pas, nous éloigner de la notion d'obésité du RDPC au sein de ce oui, c'est Parlement. Vous qui avez votre perception de l'obésité et tout ce qui va avec, parce qu'on est allé à c'est un fait, c'est j'ai envie de dire, on est allé à un concours, on s'est placé sur un ring, on a boxé, on a fait comme Ganou, et puis on a gagné. Bon, maintenant, vous n'allez pas dire que j'ai fini de boxer tout le PCRN, j'ai gagné. Non, je prends un
exemple. Et vous allez dire, le PCN a gagné. Non, vous n'allez pas me dire ça comme ça. Il y a eu un concours, on a mis tous les éléments en marche et nous avons remporté. D'accord, on vous a compris, docteur Marcel Simo. Alex Guépi, bonjour. Bonjour, bonjour aux millions de personnes qui nous suivent ce matin. Bonjour à Sa Majesté Amourou Belinga, Zomlo des Zomlois, et bonjour à Eko Eko. J'espère qu'ils seront rapidement libérés de cette impasse, de cet entourloupe judiciaire que je trouve illégal, illégitime, que je trouve qu'ils sont victimes d'un acharnement. J'espère que cet acharnement prendra fin, que le droit sera dit et qu'ils retrouveront la liberté. Et par contre, j'espère aussi que les assassins de Martins de Go, ceux qui ont tué Martins de Go ou ceux qui ont commandité son crime vont être mis aux arrêts conformément aux lois de la République du Cameroun. D'accord. La notion d'équilibre s'impose-t-elle au chef de l'État? Oui, pour les sénateurs, je vais d'abord dire, j'ai d'abord suivi quelque chose qui m'a un peu, qu'il faut revenir dessus. Lorsque la représentante du RDPC nous fait comprendre que le chef d'État a décidé que 30 sénateurs, c'est même pas lui qui décide, c'est même pas lui le législateur. Les 30 sénateurs n'ont pas été octroyés sur décision du chef de l'État, à moins qu'elle va nous faire comprendre que ce chef de l'État, qui était le législateur, qui a décidé qu'il y avait 30 sénateurs qu'on doit nommer. Et elle, chaque fois, elle a eu à le dire sur votre plateau, que le chef d'État a décidé que 30 sénateurs... J'ai envie de rappeler aux auditeurs que vous venez à peine d'arriver il y a 2 minutes. Donc asseyez-vous, respirez, avant de prendre les propos que vous n'aviez pas écoutés, M. Nguépi. Je suis désolé. C'est le chef de l'État qui décide de mettre 30 sénateurs, c'est le législateur camerounais. Donc c'est le peuple camerounais qui a décidé qu'il y ait 30 sénateurs. D'accord, vous l'avez dit, on a compris. Le peuple camerounais, en demandant qu'on nomme 30 sénateurs, je suis d'accord avec elle, c'est pour colorer le Sénat. Et effectivement, je suis d'accord avec elle, c'est que les 30 sénateurs ne sont pas seulement ceux des partis politiques. Non, elle a raison. Il y a aussi la société civile. Et il faudrait aussi qu'elle ne faudrait pas qu'elle fasse croire aux Camerounais que parce qu'il y a eu 70 sénateurs RDPC, que dans ce qu'on doit colorer. C'est comme si pour pouvoir dire que si le RDPC avait perdu le Sénat, on n'aurait pas coloré. Vous comprenez? Le chef, le législateur, en disant qu'on nomme 30 sénateurs, il a voulu que tous les partis politiques, l'essentiel des partis politiques, puissent être représentés au Sénat, qui est effectivement cette coloration-là. Et il serait donc aussi important de noter que les deux mandatures passées, il n'y a pas eu assez de coloration. Hein. C'est-à-dire après les élections que le RDPC a eu à remporter, on a toujours assisté aux nominations des personnes de la société civile, des journalistes d'ailleurs. Il y a un journaliste qui avait été nommé, 2, je crois, qui était toujours proche du RDPC, qui était un militant du RDPC. Et qu'on nous a fait passer pour la société civile, c'est pas ça qu'on parle de société civile. Nous avons eu des sénateurs nommés de l'opposition, pas de l'opposition, mais de la majorité présidentielle, c'est pas ça qu'on parle. Vous entendez maintenant comment les qualificatifs? On a l'UNDP qui s'est représenté, on a plein de partis politiques représentés. Il faudrait que, quand on dit société civile, ça doit être des personnes qui ne sont pas militantes d'une formation politique. C'est d'abord un critère important. On parle de société civile, lorsqu'on nomme un journaliste de société civile et que ce journaliste-là est militant du RDPC, il a une carte du RDPC, il a été candidat aux élections pour le compte du RDPC, après on le fait passer pour la société civile. C'est un peu se moquer des Camerounais. Donc aujourd'hui, il serait important que sur les 30 sénateurs restent à venir, le chef de l'État il doit agir en tant que chef de l'État et non en tant que président du RDPC. Donc moi, je peux dire que sur les 30 sénateurs, 10 sénateurs peuvent revenir au RDPC à sa majorité. Parce qu'il faut ce qu'on dise aux Camerounais. Même si le RDPC a ses 70 sénateurs, il mérite avoir des sénateurs nommés. Il faut qu'on le dise aux Camerounais. Rien pense que du fait que le RDPC ait obtenu 70 sénateurs, alors le RDPC n'a pas de sénateurs nommés. Il mérite avoir des sénateurs nommés. Parce que dans le RDPC, il y a des administratifs. D'ailleurs, il parle Marcel Ignace Dufendi a été nommé. Et il a brigué la présidente du Sénat. Donc le RDPC mérite toujours avoir des sénateurs nommés. Les partis proches du RDPC, comme le PADEC, comme l'UNDP, méritent avoir des sénateurs nommés. Maintenant, on peut les octroyer un taux de 10%, de 30%, c'est-à-dire 10 sénateurs, un tiers. Maintenant, le chef de l'État devrait aussi se rendre compte que les partis dits de l'opposition, tels que c'est reconnu sur la place publique, c'est-à-dire en l'occurrence comme le PCRN, comme le SDF, comme le MRC, méritent d'avoir des sénateurs nommés, comme l'UDC, comme tous ces partis de l'opposition, méritent d'avoir des sénateurs nommés. Et il faut aussi dire qu'ils en comprennent, parce que les gens ont fait passer un discours que pour avoir des sénateurs nommés, il faudrait avoir pris part aux élections. Non. Le chef de l'État décide en fonction du poids politique, de ce des sondages qui se passent. Aujourd'hui au Cameroun, quand on nomme le MRC ou pas,
le MRC est une force politique, même s'ils n'ont pas d'élus. En justice, et je fais même qu'ils soient arrivés deuxième aux élections présidentielles, parce que c'est la même vague qui continue. Le fait qu'ils soient arrivés deuxième aux élections présidentielles, il ne serait pas concevable qu'on nomme des sénateurs sans un sénateur de serait du MRC. D'accord. Et maintenant, elle a parlé de la société civile, je suis d'accord avec elle. Il faudrait que les personnes dites de la société civile puissent être nommées et que on se rassure que ces personnes ne sont pas encadrées dans les partis politiques. Une fois qu'une personne est encadrée dans une formation politique, alors dans ce cas, sur le nom sénateur, on devrait donc plutôt nommer cette personne dans le compte du parti politique où cette personne est encadrée. C'est important de préciser ces choses. D'accord. Alors, Eric a dit en quoi est-ce que cet équilibre va aider à ce qu'on ait un Sénat où les gens vont véritablement s'exprimer, où les gens pourront rejeter des lois? Non, en fait... Approuver ou rejeter des lois? En fait, il faut dire que, voyez-vous, si nous prenons l'Assemblée nationale aujourd'hui, bien qu'avec l'obésité toujours du RDPC, nous avons quand même le PCN qui fait bouger les lignes de ce côté-là. Donc, malgré sa minorité, il faut aussi le préciser d'ailleurs, vous savez ce qui s'est passé dimanche avec la marche, oui, qui a été un succès. La petite balade parlementaire, vous voulez dire? Docteur, s'il vous plaît, vous aurez autant de paroles tout à l'heure. Non, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Non, j'ai juste eu peur d'oublier. Oui, non, mais oui, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Vous pouvez noter. Donc, oui, nous avons donc exprimé le vœu, puisque, sauf si le docteur va nous dire qu'elle bénéficie de la geste de Enio au Cameroun. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, lorsque j'ai parlé de la contrainte, bien que le docteur a voulu faire un jeu de mots en parlant de amener ou à pousser le président, c'est toujours une forme de contrainte. Donc on se retrouverait avec pratiquement un Sénat où il n'y aura que si on se retrouverait par exemple avec un Sénat purement RDPC. On verra non seulement en national et aussi à l'international qu'au Cameroun, il n'y a pas une véritable démocratie. Tout à l'heure, j'ai évoqué le cas de la Damawa qui, curieusement, n'a pas attiré l'attention du docteur. Je parlais de la perte vertigineuse du RDPC de ce côté-là. On ne sait pas par quelle alchimie le RDPC est passé de ce côté-là. Donc, j'ai soulevé tantôt aussi le vol des voix. Donc, pour le cas précis, typique de la Damawa, c'est un exemple tangible. Donc, nous pensons que le président, avec cette contrainte, pourra quand même apporter, même s'il faudrait que le Sénat soit badigeonné un peu de l'opposition, qui pourra quand même essayer de bouger les lignes de ce côté-là. Donc, je maintiens mes propos. Le président sera contraint parce que un Sénat purement RDPC ne pourra pas bouger les lignes de ce côté. Donc nous pensons que le PCN, si le PCN se retrouve là, nommé par le président de la République, nous pensons que nous allons continuer notre rôle que nous faisons déjà au niveau de l'Assemblée nationale. De ces mots, tout à l'heure, je vous ai vu sourire. Vous pouvez maintenant réagir, rebondir sur les propos tenus ça là. Oui, pas forcément rebondir, mais simplement recadrer parce que c'est important. Je vais continuer à dire aux hommes politiques que la victoire écrasante du RDPC le 12 mars montre simplement et clairement l'incapacité de l'opposition. Ça, il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Et heureusement, M. Nguépi n'était pas là parce que c'est ce que... Heureusement d'ailleurs qu'à la fin, il est revenu clairement sur mes propos. Heureusement que les textes sont clairs là-dessus. Il y a 30 sénateurs qui seront nommés. Parce que je suis même allé plus loin en disant, imaginez qu'on allait aux élections pour 100 sénateurs, comme c'est les 180 députés. Voilà ce qui a été dit en amont. Ça veut dire qu'on se retrouverait avec 100 sénateurs dans la Chambre haute aujourd'hui. Donc heureusement que nous avons 70 qui sont élus, oui, et 30 qui seront nommés. Ça met simplement
n'est-ce pas, j'ai pas envie de dire une pression, voilà, au chef de l'État qui est censé nommer, parce que c'est le chef de l'État, il faudrait bien qu'on le dise, c'est le chef de l'État qui nomme ces 30 sénateurs. Maintenant, les alchimies, c'est le peuple est monté, descendu. Oui, parce qu'on parle du chef de l'État qui répond au nom du peuple. Ça, en même temps, il faut le souligner au peuple que nous sommes. C'est le chef de l'État, dans cet exercice-là, va devoir être beaucoup plus stratégique que les 2 premières fois. Parce qu'il faudrait bien qu'on le souligne. Et moi, ce qui me dérange, c'est généralement avec les hommes politiques, c'est cette qualification que l'on fait des choix du chef de l'État ou alors des choix qui sont opérés par moment. Vous voyez, quelqu'un, parce qu'il a un désir personnel, et je peux le comprendre, n'ayant pas vu son désir s'accomplir, va vous démontrer, non, tel journaliste, il avait une coloration, il avait, excusez-moi le mot, il avait une culotte RDPC, même si son haut était société civile. Non, 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 ce parti politique-là, il avait un sous-vêtement RDPC, même si sa robe était FNC, par exemple. Donc, c'est cette qualification, cette catégorisation des nommés qui fait souvent problème. Mais ce n'est pas important de respecter les règles. Parce que ce que Alex Guespi dit, c'est clair. Oui, les règles sont quoi? C'est que les 30 nommés par le chef de l'État doivent être de la société civile, des partis même politiques, partis au pouvoir et même de l'opposition. D'ailleurs, j'ai même dit ici, avant qu'il n'arrive, que selon moi, ou alors pour moi, je n'aimerais pas, bien qu'étant militant du RDPC, pour moi, personnellement, là c'est mon titre personnel, moi je n'aimerais pas voir un autre membre du RDPC sur les 30 nommés. Moi, c'est mon choix, c'est mon analyse personnelle. Parce que je me dis, on a déjà pris 70, alors colorons les idées avec 30 autres. Voilà, en quoi est-ce que, justement, ce fait multicolore, n'est-ce pas, au sein de l'Assemblée, au sein du Sénat, va améliorer, comment on va dire ça, peut-être pas forcément la scène politique, mais... Oui, les actions même du gouvernement, oui, c'est important. Non, non, la coloration est très importante. Je suis également de ceux qui pensent que la coloration, en toute chose, est très importante. Prenez l'exemple avec vous-même. Il vous arrive d'avoir une situation devant vous et vous êtes à court d'idées. Vous avez épuisé tout votre raisonnement. Mais parce que vous êtes en groupe, vous êtes 2, 3, 4, 5, 6, face à une même situation, rassurez-vous, autant de personnes, autant d'idées. Êtes-vous convaincu aujourd'hui que l'opposition est écoutée à l'Assemblée nationale et au Sénat? Le problème n'est pas au niveau au refus de l'écoute de l'opposition, parce que ce n'est pas un élément qui l'emporte. Non, chaque chambre a ses règles et ses principes. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais vous allez vous rendre compte que du moment où il y a une coloration multiple, ça permet de mettre un ensemble d'idées. Vous parlez de coloration, mais je n'ai pas envie de vous rappeler que c'est un député du RDPC qui s'est levé un matin et vous parlez de la République de scandale. C'est pour vous dire que même à un moment, on peut être d'un parti politique, avoir les mêmes idéologies, les mêmes pensées, mais ça n'exclut pas qu'à un moment, qu'on sorte du lot pour dire, mes frères, vous ne voulez pas que j'en parle, mais excusez-moi, j'en ai ras-le-bol, il faudrait bien que j'en parle. Donc, je dis, cette coloration, pas forcément politique, mais de personnes, amènera la Chambre haute à avoir des points de vue et des idées divergentes. Et c'est ce qui est important pour une démocratie, pour une avancée parfaite. Mais à chaque fois, spéculer sur les 70 sièges déjà remportés, j'insiste encore, c'est remettre en évidence l'incapacité des partis d'opposition. Alors, est-ce qu'on peut interroger le casting des personnes à être nommées, ou des personnes à nommer? Écoutez, j'ai déjà eu à parler de ça, dire cela, c'est que pour une fois, le président de la République doit agir en chef de l'État et non en président du RDPC. Et je crois que cette fois-ci, il est contraint. Hein? Le casting des personnes nommées, 10 personnes, j'ai dit 10 personnes faisant partie du RDPC et de sa majorité présidentielle, notamment le RDPC, le PADEC, l'UNDP, le FSN, peut-être mon ami Didier Imkwa peut être nommé sénateur, il a 40 ans déjà, ce ne serait pas une mauvaise chose, donc c'est normal. Maintenant, 10 personnes venant des partis de l'opposition, maintenant c'est au parti de proposer. À défaut d'avoir proposé, le président de la République peut faire un triopique. Voilà, mon cher ami Nadi qui est ici, je pense qu'il a 40 ans.
Pourquoi, par exemple, il peut décider du fait du sénateur suppléant? C'est son rôle plus absolu. Hein. Mais il y a quelque chose à dire quand même sur les 10 personnes des partis politiques d'opposition. Il y a un parti, je ne vais pas citer le nom, il y a un certain parti politique où les gens de ces partis-là, par leur porte-parole, a eu à dire sur une chaîne de télévision Info-TV, pour ne pas citer la chaîne, que si on les nommait sénateurs, ils vont refuser. Je me dis bien comment est-ce qu'on fait pour refuser un décret du chef de l'État? Vous comprenez? Vous gagnerez à donner le nom. C'est malheureux de voir un porte-parole du vote politique tenir tel propos. Alors que leur parti déjà, ce parti-là, leur président a déjà reçu plusieurs nominations, plusieurs décrets du président de la République, son épouse plusieurs décrets. Venir dire que si on nomme une personne sénateur, alors ils vont refuser, c'est de faire croire que le président souhaite être la seule personne qui ait pu bénéficier du décret du président de la République. Il faut quand même dire au Camerounais que recevoir un décret du chef de l'État, ce n'est pas de n'importe qui. Donc, si ce parti recevait un décret, si mon ami Guy Laurent Kwame, j'espère qu'il a 40 ans, si jamais il est nommé sénateur, j'espère que Guy Laurent Kwame ne va pas se mettre à dire qu'il refuse. J'aimerais bien voir le scénario, que mon cher ami Guy Laurent Kwame soit nommé sénateur, ou bien mon cher ami Emmanuel Bignam, ou bien Emmanuel Kougné, soit nommé sénateur de ce parti. Oui, puisqu'on parle de la nomination de ces sénateurs-là, qu'est-ce qu'ils vont faire au Sénat? Je vois qu'ils posent la question du casting. Oui, qu'est-ce qu'ils vont faire au Sénat? Est-ce qu'ils auront vraiment, est-ce que ceux-là qu'on nomme ont les coups de franche? Maintenant, je vais donc arriver. J'arrive donc sur ça directement, comme vous voulez qu'on saute sur l'action des 30. En réalité, c'est que je suis fédéraliste. Hein, on va dire, bon, dans le contexte actuel, je suis pour les régions avec plus d'autonomie, proche du fédéralisme, on va dire comme ça, dans le contexte actuel. Parce que vous dites fédéralisme, on va dire que non, c'est pas ça, la loi ne permet pas. Mais les régions telles qu'elles sont imposées aujourd'hui, qu'il y ait plus d'autonomie. Et du coup, le Sénat a toute sa plénitude d'exister. Moi, je viens de dire que non, le Sénat ne sert à rien. Et je suis abasourdi de voir les gens qui veulent avoir les mairies ou qui ont les mairies disent que ça ne sert à rien. C'est incompréhensif de voir des gens qui veulent se présenter aux élections locales de 2025, être des maires, venir dire que cela ne sert à rien. Alors que le Sénat, justement, c'est pour les collectivités territoriales décentralisées. Dans un modèle fédéraliste, le Sénat permet d'équilibrer le budget au niveau des États fédérés. C'est à ça que sert le Sénat. Donc, venir dire que ça ne sert à rien, c'est être seulement malhonnête. Vous comprenez? Il est important que le Sénat a tout son rôle. Le Sénat dans notre pays, parce que les 15% qui ont été promis aux collectivités territoriales décentralisées, qu'aujourd'hui nous sommes à prendre à 3%, c'est au Sénat que cela se débat. C'est au Sénat de mettre la pression lors des prochaines lois de finances 2023-2024, de mettre la pression pour que les 15% puissent être d'abord atteints. Donc, dire que ça ne sert à rien, non. Par contre, ils ont aussi fait quelque chose, c'est que tel que le Sénat est conçu aujourd'hui, le Sénat est mal conçu. L'idée du Sénat est une très bonne chose, mais venir faire que le Sénat aujourd'hui est perçu comme une chambre honorifique, donc une chambre de repos des personnes âgées. Parce qu'on ne peut pas expliquer pourquoi est-ce que pour être sénateur c'est 40 ans, être président de la République c'est 35 ans. Alors qu'on sait très bien que la plus haute fonction c'est la présidence de la République. Ça ne peut pas s'expliquer. C'est-à-dire que les gens auront beau dire que c'est inexplicable. Hein? C'est-à-dire que pour être député, là on voit des lois, c'est 23 ans. Pour être président de la République, c'est 35 ans. Pour être maire, c'est 21 ans. Mais pour être sénateur, c'est 40 ans. Puisqu'on a coutume de dire que c'est la chambre des sages. Non, sage de quoi? Mais sage de quoi? Et pour être juge constitutionnel, c'est quel âge? On a mis l'âge? On n'a pas mis l'âge, pourquoi? Là où il y a des sages, c'est la Cour constitutionnelle. Donc, il faudrait qu'on arrête un peu cela. Donc, je voudrais donc dire que le Sénat, dans son ensemble, vraiment, on se pose des questions, dire que quel est le vrai pouvoir du Sénat? Parce qu'on ne peut pas expliquer que lorsqu'une loi, une proposition de loi, bien un projet de loi, arrive à l'Assemblée vote cette loi-là, la loi s'en va au Sénat, le Sénat vote la loi. Si le Sénat refuse la loi, rejette la loi est renvoie à l'Assemblée, l'Assemblée adopte la loi. Donc cela veut donc dire que le Sénat n'a qu'un pouvoir. Voilà une faiblesse du Sénat. Et c'est là qu'il faut rectifier. C'est-à-dire qu'il faudrait donc que Mme Simokis Gagari, est-ce que le LDPC a la majorité obèse? C'est bien beau, nous sommes d'accord, vous avez truqué. Le LDPC, pour moi, à mon avis, a truqué les jeux démocratiques. Vous pouvez démontrer ça? Non, le code électoral est mauvais. Okay. Le code électoral, tel qu'il est conçu, est favorable à LDPC. D'ailleurs, même le code électoral qu'on a mis du PCN, le MRC et le S avait conçu, c'était aussi mauvais. Parce que dans le code électoral, ils n'avaient pas pris en compte la société civile. Aujourd'hui, donc, si on dit même les 30 sénateurs là, ils vont vous dire que non, ce n'est pas de politique. D'ailleurs, le PCN dit ça, que c'est plus les partis politiques représentés dans des institutions. Pour eux, nommer le MRC, c'est une mauvaise chose pour le PCN. Il est là, je vous le dis.
Et là, on doit nommer MSC. Et ils vous disent que non, ce n'est que ceux qui ont. On parle du parti républicain. Maintenant, voilà, les républicains ne veulent rien dire. Voilà. Républicain, ça veut dire quoi? Les républicains ne veulent rien dire. Moi, je suis démocrate. Elle ne veut rien dire. À partir du moment où un parti est légalisé, les républicains, d'arrêter à diabrouiller comme la terme. D'accord. Eric a dit. Donc, pour sortir, très rapidement, pour sortir, c'est que on s'attendra à ce que ceux qui disent que le Sénat ne sert à rien doivent plutôt mettre au devant les limites du Sénat, demander aux réformes institutionnelles, demander qu'il y ait plus de pouvoir au Sénat, plus d'autonomie au Sénat, que lorsqu'une loi est votée à l'Assemblée, si la loi arrive au Sénat et qu'il y a son veto, alors que la loi ne passe pas. Voilà ce qu'on devrait faire. Donc, faire ce que tout doit voter à l'Assemblée nationale doit aussi être automatiquement voté à l'Assemblée. Maintenant, Mme Simon, qui a voulu dire que même s'ils sont nombreux, un député, un sénateur de RDPC peut venir dire que ceci ne fonctionne pas bien, je suis contre ça, c'est faux. Parce qu'il y a la discipline du parti, elle sait. D'ailleurs, il n'y a pas un parti sur Cameroun qui ne joue pas avec la discipline du parti. Le cas de Massara Nyamding, elle a pu nous rappeler. Donc, je ne vois pas un sénateur du RDPC en train de voter ou de s'insurger contre les projets de loi venus tout droit d'apprendre. Vous avez vu la dernière sortie de la doyenne d'âge du président de la République en train de s'insurger contre ces lois-là et le faire savoir au public. Donc aujourd'hui, il est important qu'on passe aux réformes du Sénat, qu'on donne plus de pouvoir au Sénat. Et l'une des réformes aussi au Sénat, donc au Parlement de manière générale, c'est le statut des sénateurs suppléants et des parlementaires suppléants, députés suppléants et sénateurs suppléants. Ça, c'est important parce qu'au Cameroun, il faut qu'on le dise. Sur 30 sénateurs, c'est 60 sénateurs qui vont être nommés. Il y a 30 sénateurs et 30 suppléants. Quel est le statut des suppléants? Donc, j'aimerais que Mme nous dise concrètement que pour une fois que les sénateurs portent cette proposition de loi, que les suppléants aient un statut qui est juste aussi des privilèges, comme les autres, pas les mêmes, mais au moins même un quart. Parce qu'être sénateur suppléant, c'est un titre honorifique. Et franchement, ce n'est pas réunissant pour notre jeune nation. Alors, Eric Nadji, toujours sur la question du poids du Sénat, le rôle que devrait jouer le Sénat, de comme envie de fait de dire que le Cameroun n'a pas pensé, n'est-ce pas, la mise sur pied, avant de sa mise sur pied, on n'a pas pensé le projet, on est juste entré dedans, tant toutefois, comment il veut dire ça, peser le pour et le contre, sans toutefois maîtriser les tenants et les aboutissants. Est-ce que vous êtes de cet avis? Est-ce que vous pensez que le Sénat, aujourd'hui on en est à la 3e mandature, joue véritablement son rôle? Peut-être avant de répondre, je voudrais peut-être rebondir sur ce que Alain Guépi a dit. Disait tout à l'heure. Oui. Donc, lorsqu'on parle des partis politiques républicains, j'aime souvent le dire. Pour un parti qui a refusé d'aller, d'ailleurs, l'ancien parti de mon cher Nguépi, qui a refusé d'aller aux élections, il faut donc se poser la question si effectivement c'est un parti républicain. Donc, peut-être pour répondre à votre question, à partir du moment où le Sénat ne peut pas apporter des amendements sur une loi, donc vous comprenez donc qu'il y a une faiblesse quelque part de cette chambre. Donc, il serait important que le Sénat ait un peu plus de pouvoir au-dessus de ceux de nos chers sénateurs. Donc, ce petit exemple dont je venais de prendre, le fait que les sénateurs ne peuvent pas apporter des amendements, plombe déjà l'action des sénateurs. Raison pour laquelle vous allez entendre certains Camerounais, peut-être, ou alors le peuple dit que le Sénat est une chambre budgétivore. Donc, il serait important de repenser j'allais dire, le fonctionnement dans sa globalité de notre cher Sénat. Dr. Simon? Oui, je voudrais souligner un élément important parce que depuis là, je ne sais pas si c'est semblant, on tourne sur la question, sur l'élément. Lorsque vous parlez des sénateurs nommés, j'ai envie de vous dire très clairement que le sénateur nommé, le sénateur élu, il n'y a pas, parce que vous êtes nommé, il n'y a pas un aspect péjoratif du fait que vous soyez nommé. Je n'ai pas envie de vous rappeler que le président du Sénat... Ils sont au même titre? Ils sont
parfaitement au même titre. D'ailleurs, le président du Sénat a toujours été un président nommé. Ça, on comprend ce que je veux dire. Donc, il faudrait bien qu'on montre que vous soyez nommé ou élu, vous avez les mêmes fonctions, les mêmes prérogatives. Il faut très bien le souligner. Donc, le fait que vous soyez nommé ou élu ne change pas la qualité de sénateur que vous êtes. Il faudrait déjà qu'on le souligne. Maintenant, sur le rôle. Maintenant, sur le rôle du Sénat n'est plus à démontrer, heureusement. Et pour une fois, je suis très d'accord avec M. Nguepi, qui a fait un exposé très clair là-dessus. Mais malheureusement, on a des partis ou alors des hommes politiques qui vont vous faire des comparaisons bidons, excusez-moi l'expression. Au Sénégal, on l'a suspendu, c'est monté, au ceci, on l'a fait ceci, au cela, on a fait cela. Non. Le Sénat, ou alors la Chambre haute du Cameroun a un rôle extrêmement important, qui n'est d'ailleurs même plus à démontrer. Maintenant, me dire que les attentes que les populations espéraient de ces élus-là n'est pas perceptible ou alors n'est pas total, je vais m'arrêter un instant et dire je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire j'attendais 10, mais ils m'ont donné 5, ils m'ont donné 6. Ils doivent faire encore beaucoup d'efforts. C'est la Chambre d'ailleurs, c'est pas pour rien que l'on parle du président du Sénat. On vous dira c'est la deuxième personnalité de notre pays. Ça traduit l'importance de la Chambre et la grandeur même de cette Chambre-là. Maintenant sur le plan, lorsqu'on vous parle en cas de démission ou de défaillance du chef de l'État, c'est cette Chambre-là qui est chargée d'organiser les élections présidentielles sans se présenter. Il faudrait bien qu'on soit clair là-dessus. Donc ça montre que sur le plan institutionnel, elle a un véritable rôle à jouer. Maintenant, sur le plan social, au niveau de la décentralisation, elle a encore un très grand rôle à jouer. D'ailleurs, si on s'en tient au dernier discours du chef de l'État du 31 décembre 2022, il a insisté là-dessus. Lorsqu'il parlait du processus de décentralisation qui est finalement où tous les paramètres sont finalement mis en exergue. Parce que j'allais oublier de le souligner, c'est que la particularité de cette troisième cuvée de sénateurs vient un peu rehausser le caractère purement légitime de ces sénateurs-là, qui sont passés par les conseillers, quand on parle des grands conseillers dans son ensemble, les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Ce que les deux premières cuvées n'ont pas bénéficié parce que les conseillers régionaux n'étaient pas encore en place. Donc on a une troisième cuvée de Sénat, j'ai pas envie de dire bien en place, avec tous les éléments, parce qu'ils sont un peu comme la courroie de transmission entre l'administration et le bas peuple que nous sommes aujourd'hui. Donc ils doivent veiller à au bien-être des collectivités territoriales décentralisées et par conséquent sont contrôlés par le conseil régional qui a un peu ce droit de regard là pour dire quelles sont vos activités, quelles sont les actions que vous aviez menées ça et là. Donc simplement je peux être m'aligner un peu dans leur pensée en disant on gagnerait à redonner une place beaucoup plus forte, mais rassurez-vous de manière qui doit générale, le faire? Là, c'est institutionnel, c'est par nos constitutions, c'est par nos textes. Les lois ne se font pas de manière hasardeuse. On se lève un matin, on dit donnons ceci, donnons cela. C'est de manière consensuelle. C'est l'année 5 ans après pour dire la même chose. Non, pas forcément pour dire la même chose. Avec la mise en place du conseil régional, je vous assure, beaucoup de choses vont changer. Avec la mise en place du conseil régional, il y aura un droit, j'ai pas envie de dire un droit de regard beaucoup plus poussé entre la Chambre haute qu'est le Sénat et les collectivités territoriales décentralisées. Je vous assure, beaucoup de choses vont changer et les perceptions, les regards ne seront plus les mêmes par le passé avec les deux. Je vous rappelle quand même que ça fait plusieurs mois, pratiquement 2 ans que le conseil régional est sur pied, mais rien ne bouge. Non, on ne peut pas dire rien ne bouge vraiment au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il y a toujours les plaintes d'hier, on les réécoute encore aujourd'hui. Oui, parce que l'homme est imparfait, insatiable, là il faut le dire. Et je suis d'accord avec le peuple camerounais, avec leurs exigences. Il faudrait bien qu'on soit exigeant pour avoir beaucoup plus. Beaucoup de choses sont en train d'être faites. Maintenant, moi, par exemple, qui avait l'habitude de reconnaître que le Cameroun est un verre à moitié vide et un verre à moitié plein. Donc, ceux qui passent le temps à tirer sur le côté vide, je dis, bah, attendez, il y a également le côté plein qu'il faut regarder. Beaucoup de choses sont en train de faire. Mais aujourd'hui, mes problématiques non plus ne
ne sont plus sur des routes ou des choses qui ne sont pas menées, mais sur un autre élément, par exemple, que je vais très bien le souligner ici, sur la fréquence avec laquelle les actions sont menées. Et je demande parfois à mes camarades, si vous le voulez, je demande parfois aux autorités de mettre un peu plus de l'énergie dans la réalisation des projets pour améliorer davantage l'épanouissement des populations que nous sommes. Alors, Alex Guépi, si on vous demandait par exemple de penser un Sénat véritable, alors qu'est-ce que vous mettrez en avant? Oui. D'abord, je vais répondre quelque chose au docteur, c'est que... Ce n'est pas un jeu de ping-pong, hein? Oui, ce n'est pas un ping-pong, bien sûr. Juste un petit... c'est que ça se fait une institution. Le Sénat est une institution, d'ailleurs, qui peut être indépendante. Et c'est le RDPC qui peut porter un projet de révision du Sénat, de revoir comment le Sénat fonctionne. Ce sont les sénateurs, les propositions de loi. C'est-à-dire, il y a le gouvernement qui peut faire des projets de loi, mais il faut dire aussi qu'elle, en tant que militante du RDPC, en tant que cadre du RDPC, qu'elle demande à son parti, en tant que cadre, qu'elle impulse dès la base, qu'elle fasse que dès la base, déjà, on impulse cette volonté-là de réformer le Sénat. Donc, on n'a pas besoin de l'accord du gouvernement. Les sénateurs peuvent mettre sur pied une proposition de loi. Il faut 10 sénateurs, 11 sénateurs pour faire passer une proposition de loi. Donc, ils peuvent se réunir 11 sénateurs et mettre sur pied une proposition de loi. Moi, si je suis nommé sénateur, je peux vous rassurer, avec des membres de l'opposition, c'est ce que nous allons faire, mettre sur pied une proposition de loi pour qu'on réforme le Sénat. Donc, pour votre question, ce qui concerne votre question, comme l'a rappelé, s'il vous plaît. Si on vous demandait de penser le Sénat, parce que jusqu'ici, cette institution fait objet de contestation. Alors, selon vous, puisque ailleurs, on sait comment ça fonctionne, oui. Sauf qu'au Cameroun, on a comme l'impression que c'est encore l'état embryonnaire, beaucoup de reproches, beaucoup de critiques. Alors, qu'est-ce que vous mettrez en avant pour que le Sénat soit véritablement indépendant? Pour que le Sénat soit indépendant, il faudrait que les 30 sénateurs nommés n'existent plus, de 1. C'est aberrant que le président de la République nomme 30 sénateurs, ce n'est pas une règle antidémocratique, dans l'esprit démocratique, ce n'est pas concevable. Les 30 sénateurs nommés, on ne surprend parce que c'est aussi aberrant dans la mesure où c'est le sénateur nommé qui devient président du Sénat, qui devient successeur constitutionnel du président de la République. Vous voyez, il y a quelque chose qui nous donne. On doit voter les 100. Les 100 doivent voter. Les 100 doivent voter. C'est d'abord une règle élémentaire, les gens doivent voter. C'est ce qu'il faut faire. Le corps électoral doit être revu de manière à faciliter le vote des 100, c'est-à-dire qu'on doit ramener l'âge pour être candidat au Sénat, pour être sénateur à 21 ans. Pourquoi pas, et l'âge pour pouvoir voter à 18 ans. Parce qu'on ne peut pas concevoir que les gens peuvent mourir, peuvent être militaires à 16 ans et mourir au Nozo, à Bakassi ou bien au Nord, et venir au Cameroun, on les impose d'avoir 21 ans pour prendre part aux élections de leur pays. Donc, il y a quelque chose qui ne donne pas là. C'est qu'il y a quelque chose qu'on a échoué, il y a un casting qui a échoué. Donc, ramener l'âge des sénateurs peut-être à 21 ans, 23 ans, de 1, donner plus de pouvoir aux sénateurs, ça dit faire ce que les lois qui sont votées au niveau de l'Assemblée, les mêmes lois doivent aussi être approuvées par le Sénat pour passer. Si les lois ne sont pas approuvées, il ne faudrait pas qu'on réunisse les deux dans un congrès, parce qu'au congrès, les députés sont nombreux. Donc, s'ils vont au congrès, sénateurs et députés, c'est encore les députés qui vont encore choisir les lois. Donc, il faudrait qu'on dise soit clair, c'est que le Sénat vote et approuve, après le Sénat vote et approuve. Donc, c'est entre autres qu'il faut faire. Et autre chose aussi, le nombre de sénateurs de 100 sénateurs, je trouve qu'il faut revoir cette question-là. Parce qu'en fait, on a calqué les 100 sénateurs sur le modèle des régions. Dans qu'il y a 10 régions, ça fait 10 sénateurs par région. Mais je pense, et c'est pas mauvais, mais je pense qu'il faudrait plutôt calquer ça sur le projet des départements. On peut dire 2 sénateurs par département, tout simplement. C'est-à-dire, on oublie l'histoire des régions. On dit chaque département a droit à 2 sénateurs. Et donc, les sénateurs doivent défendre leur département. L'ouvrier. On en aura au moins 400, hein, monsieur. Non, on n'aura pas 400. Le Cameroun a 54 départements. Pas d'arrondissement. Le Cameroun a 54 départements. Quand je dis 400, c'est pour dire c'est le double. Non, 54 départements, donc ça peut faire 108 sénateurs. Vous parlez de donc, 2. Par département, ça peut faire 108 sénateurs, 110 sénateurs. Donc, l'ouvrier, dont les sénateurs, quand quelqu'un est élu au Sénat, être sénateur du Vouri, c'est lui qui a la charge de se rassurer que lors du vote des lois de finances, que le Vouri ne soit pas lésé. Donc lorsque le Vouri est lésé au niveau des lois de finances, c'est donc vers lui que les populations
s'en vont dire, mais comment as-tu fait pour nous léser? Parce que le député, c'est un peu difficile. Vous comprenez un peu? Le député, on peut parler de député pour ces choses-là. Donc, en fait, il faudrait qu'on donne une responsabilité claire au Sénat. On dit député que, bon, vous votez les lois sur la macro, sur la République, mais le sénateur, lui, quand il vient parler des lois, il regarde son département. Ils sont deux là, et il dit clairement que mon département a tel projet, tel projet. D'abord, il se rassure à travers le contrôle. Hein? Est-ce que les actions, est-ce que la loi précédente, tout ce qui devait être fait dans ce département, est-ce que ces choses ont été réalisées? Est-ce que le budget a été utilisé à bon escient? Il se rassure de un. De deux, il se rassure que le département que son département n'a pas été laissé pour comble pour les projets d'investissement. De trois, il se rassure que la mairie centrale, les mairies d'arrondissement de son département vont effectivement recevoir des allocations qui leur sont dues. Donc, je crois donc qu'il faudrait peut-être repenser comment ça se passe. Quand on pense au niveau régional, vous voyez, les sénateurs ne sont pas impactés pour quelque chose. Parce qu'il est difficile pour un citoyen d'aller vers un sénateur, les 7 ou bien 10 sénateurs du littoral, dire que non, le littoral est délaissé. Ils vont tout faire croire que non, nous, on vote des lois de la République. Vous voyez un peu, on vote les lois des finances de la République. Or, c'est le rôle du député. Donc, je pense, à mon avis, que revoir ce Sénat-là, donner un rôle de 2 sénateurs par département serait une très bonne chose. D'accord. Eri Nadji, sur la question de l'indépendance du Sénat au Cameroun. Oui, bon, peut-être que je dirais, peut-être contrairement à ce que Alex Nguepi a dit tout à l'heure là, je pense qu'il faudrait que le Sénat ait une responsabilité un peu plus au-dessus de ce que nous voyons. Ce qu'on a vu jusqu'ici. Oui, donc peut-être que quelque part, je peux être d'accord avec Alex lorsque il parle de l'annulation des députés nommés. Donc, oui, des sénateurs nommés par le chef de l'État. Donc, je suis d'accord avec lui de ce côté, parce que là, on ne verra plus un Sénat pratiquement avec cette majorité extrêmement obèse. Bon. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on aille dans ce... Et même... Vous voyez, lorsque nous avons comme ça le successeur constitutionnel du président de la République qui est nommé par le président, on a l'impression qu'il y a une continuité dans la gestion des affaires en fonction de l'idéologie que prône le RDPC. Donc il serait important que, voyez-vous, j'ai soulevé tantôt une autre problématique de ce côté, lorsque je vous ai fait comprendre que le Sénat ne peut pas apporter des amendements lorsqu'il y a un projet de loi qui est soumis à leur niveau. Donc il y a beaucoup de choses à faire avec tout ce dont je suis en train de développer. Alors, il est temps, Dr Sumo, qu'on réponse le Sénat au Cameroun. Et vous, de cet avis, Alex Nguepi évoque quelques pistes, quelques solutions pour que le Sénat soit plus indépendant qu'il n'a jamais été. Est-ce que vous corroborez cet argumentaire? On sort par la rue. J'ai envie de dire sacrée opposition, parce que finalement, ils aiment ce qu'on appelle régulièrement les jeux brutaux. Parce qu'entendre dire qu'ils veulent bien, c'est beau, hein, c'est vraiment beau, c'est magique. Le RDPC n'a pas peur de ça. Que l'on dise, les 100 sénateurs seront élus. Mais maintenant, la bonne question que je vais leur poser, c'est est-ce que vous serez capable d'accepter le résultat? Parce qu'à chaque fois, ils vont vous dire, on a volé, on a truqué. Pourtant, j'insiste encore, c'est lié à leur incapacité. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'État du Cameroun a pensé qu'il était bon de mettre à la disposition des élections soit en 10 sièges et crainte maintenant pour réguler les imperfections qui vont être observées. Moi, j'appelle ça comme ça. Ça peut s'apparenter de la pitié. Non, c'est pas de la pitié. Pour les perdants. Non, c'est pas de la pitié. C'est simplement parce que le chef d'État a cette notion de Cameroun un et indivisible. Qu'à chaque fois, il se dit, bon, si un parti politique gagne les élections, est-ce que je vais rester avec cette coloration-là? Non. Moi, j'ai des hommes de la société civile qui sont perspicaces. J'ai les hommes de l'opposition qui sont perspicaces. J'ai besoin de tout ça pour construire mon Cameroun. D'où cette cartouche de 30 nominations-là. Donc se lever et dire que non, qu'on passe à 100 électeurs, c'est bien beau. Hein. Je vous assure que le RDPC va
faire une fête pour cela, parce qu'on va dire, on mettra toutes nos stratégies, on mettra tous nos moyens pour gagner ces 100 sièges et que tout le monde ferme sa bouche et dit, bon, laissez-nous travailler et applaudissez-nous. Voilà à quoi il faut penser. Mais maintenant, pour renforcer, pour redonner de la valeur ou alors plus d'éclat au Sénat, je pense qu'il est important de renforcer le pouvoir du Sénat et de permettre à ceux-ci, n'est-ce pas, de jouer véritablement leur rôle qui est celui d'accompagner les collectivités territoriales décentralisées et renforcer également le bien-être des populations que nous sommes. D'accord, on va dire que nos invités étaient en plateau à l'exception de Alain Tongo du SDF qui était censé être des nôtres, mais malheureusement il n'a pas été là. Je vais dire merci au docteur Marcel Simot, communicante du RDPC. Merci également à Eric Inadji du PCRN et puis à Alex Guépi, homme politique. À la technique ce matin, nous avions